Le projet de révision de la Constitution voté à l'unanimité à l'Assemblée législative de transition. Les innovations de cette nouvelle Constitution sont entre autres l'officialisation des langues nationales comme langue officielle et la mise en place des tribunaux coutumiers. 6 associations ont répondu à l'appel du chef de l'État. Parmi elles, des ressortissants de Thiou et du Loroum et le Bureau national des élèves de l'ENAM. Elles ont mobilisé plus de 24 millions de francs CFA pour contribuer à l'effort de paix. La somme a été remise au ministre chargé de l'économie et des finances. Et puis, crise à la Fédération burkinabé de football. Les clubs frondeurs ont décidé de mettre fin au boycott. Le ballon peut à nouveau rouler dans les stades à compter de ce 30 décembre 2023. C'est le ministre chargé de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, qui a pu dénouer la situation. Détail à suivre au cours de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Le projet de loi portant révision de la Constitution est adopté. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont à la grande majorité adopté le projet ce samedi 30 décembre. Ils ont soulevé tout de même quelques inquiétudes qui tournent notamment autour des réformes du Conseil supérieur de la magistrature et l'officialisation des langues nationales. Le ministre chargé de la Justice, Edasso Rodri Bayala, de rassurer qu'aucune disposition ne remet en cause l'indépendance de la justice et la bonne marche de la société. Le compte-rendu est signé Alexis Wenkouni Belamnaba. Il n'y a pas lieu de recourir au référendum pour la 3e législature de la transition pour retoucher la constitution burkinabé. En effet, la représentation nationale a voté à une large majorité la loi portant révision de la constitution. 64 voix pour, 5 abstentions et 1 voix contre. Cette réforme administrative, juridique et institutionnelle est justifiée par la volonté du gouvernement de renforcer l'ancrage démocratique du pays des hommes intègres. Cette constitution comporte plusieurs réformes, à commencer par les langues pour affirmer le développement socio-culturel. Le français et l'anglais étant considérés désormais comme langue de travail. Passer cette volonté politique aujourd'hui, comme vous le savez, il est très difficile que l'on se développe avec la langue d'autrui. Et comme le disait Feu Norbert Zongo, si vous voulez dominer quelqu'un, commencez par lui apprendre votre langue. Et le reste va suivre docilement. Donc il va être très difficile que nous affirmons notre développement socio-culturel si nous ne mettons pas un accent sur son aspect linguistique. Et c'est pour ça que le gouvernement de transition a jugé bien et bon de faire cette réforme. Des réformes sont aussi intervenues sur un certain nombre d'institutions. Le médiateur du FASO et le Conseil économique et social sont supprimés, ainsi que la Haute Cour de justice dont les compétences sont transférées à la Chambre criminelle de la Cour d'appel. La gestion politique et la gestion publique imposent des impératifs qui exigent que le dirigeant politique, bien qu'il ne faut pas lui assurer une impunité, qu'il ne soit pas jugé dans les conditions ordinaires, pour de nature à handicaper l'action publique qui peut être quelquefois mise en œuvre dans l'intérêt supérieur de la nation. Le Conseil supérieur de la magistrature, l'organe de régulation du secteur de la justice, a suivi lui aussi des réformes. Les États généraux sur la justice en 2015 ont estimé qu'il fallait faire entrer des personnes non magistrats pour effectivement doser le corporatisme qui se trouve à l'intérieur et qui empêche effectivement cet organe-là d'atteindre son objectif du point de vue déontologique des acteurs de la justice, du point de vue carrière des acteurs de la justice. Donc cette loi aujourd'hui voit la mise en œuvre de cette recommandation depuis 2015. Il ne faut pas non plus oublier celle opérée sur le parquet qui permet la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement. Le statut inamovible de ces magistrats, gardiens de nos libertés collectives et individuelles, ne fait pas l'objet de modifications. Ce qui fait l'objet de modifications, si on peut appeler modification, parce que c'est déjà la réalité dans notre code de procédure pénale, les magistrats du parquet sont sur le couvert hiérarchique de l'air supérieur. Et les garde-fous qui sont mis dans la loi, parce qu'on peut craindre qu'effectivement les autorités politiques, le ministre en charge de la politique peut être amené à s'inférer dans la gestion des affaires judiciaires. Il est fait que la nomination des procureurs soit faite par le CSM. Et comme je voulais expliquer tout de suite, le Conseil supérieur de la magistrature, qui comportera et les magistrats et les non-magistrats, des personnes intègres et patriotes qui vont siéger au niveau de cet organe pour contrôler le choix
que le ministre de la Justice pourrait être fait pour la nomination des procureurs. L'ANR, l'Agence nationale de renseignement, elle est constitutionnalisée sous la dénomination du Conseil national de sécurité d'État. La loi est votée certes, mais certains émettent des inquiétudes pour le projet de révision de la Constitution, notamment sur les dispositions constitutionnelles qui ne permettent pas une révision constitutionnelle selon l'article 168 de la loi fondamentale burkinabé. Le dernier conseil des ministres de l'année s'est tenu hier vendredi sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le conseil a adopté un décret portant gestion des agents publics de l'État en situation de crise. Pour le compte du ministère de l'Agriculture, 2 rapports en lien avec la situation prévisionnelle de la campagne humide 2023 et 2024 et une proposition pour la mise en valeur des sites de production et légumes de l'ex-société Flex Faso ont été adoptés. Le point complet des travaux est signé Michael Tougri avec la voix d'Alexis Winkouni Belmnaba. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil des ministres a adopté un décret portant gestion des agents publics de l'État en situation de crise. Ce décret vient combler un vide et vise à permettre au gouvernement d'avoir des éléments opérationnels pour gérer les cas de certains agents publics se trouvant dans des situations de crise. Donc le décret est articulé sur 6 parties. Et la première partie porte sur comment organiser le service public de l'État. Donc dès lors que nous sommes dans une situation où il y a une localité qui manque d'agents de l'État parce que c'est impacté par la sécurité, et cette législation que nous venons d'adopter permet de réquisitionner un certain niveau de personnel, quelle que soit leur zone d'action, et venir de façon opérationnelle exécuter des tâches précises au nom de l'administration et au nom de l'État. Les agents publics qui sont frappés par des tortures, même si ce ne sont pas des blessures physiques, on fait une attaque d'un service, l'intéressé se retrouve dans la nature avec sa famille, lui-même il souffre moralement, la famille souffre moralement, psychologiquement, l'État n'est pas en mesure de suivre et de réunir les conditions nécessaires pour veiller à la santé psychologique et physique de cet agent. Donc ce texte également permet de le faire et qu'au-delà de l'agent, s'il y a des éléments de sa famille qui vivaient avec lui, qui ont été impactés par les mêmes conséquences des impacts, ces éléments également sont pris en charge. Pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, 2 projets ont été présentés au Conseil. Le premier porte sur la situation prévisionnelle de la campagne humide 2023-2024. Relatif à la situation prévisionnelle de la campagne humide 2023-2024 et en ce qui concerne les résultats de cette campagne humide, il faut dire que nous avons une production céréalière d'environ 5 346 304 tonnes de céréales produites au cours de cette campagne humide écoulée, ce qui représente une augmentation d'environ 1,30% par rapport à la campagne humide précédente, c'est-à-dire la campagne humide 2022-2023, et une augmentation de 5,30% environ par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Il faut dire que ce résultat a pu être atteint malgré que certaines zones n'ont pas pu produire. Également, il faut noter le fait que il y a des résultats qui n'ont pas pu être compilés du fait de l'inaccessibilité de certaines zones. Je vais noter par là, par exemple, la zone de la vallée du Sourou, qui est une zone de forte production, mais dont les résultats n'ont pas pu être compilés. Ce qui voudrait dire que ce taux atteint pourrait être revu sensiblement à la hausse si l'ensemble de ces résultats étaient compilés et nous parvenaient. Le deuxième rapport présenté est relatif à une proposition de solution pour la mise en valeur des sites de production de fruits et légumes de l'ex-société Flex Faso, abandonnés depuis quelques années. Ces sites sont d'une superficie totale estimée à environ 1000 hectares. Selon le ministre Ismaël Sombier, le Conseil a autorisé que des dispositions soient rapidement prises ces superficies en collaboration avec les populations locales en les organisant sous forme de coopératives en vue d'une reprise de la production d'anarcades et de fruits divers.
Voilà, c'était plutôt un compte-rendu avec la voix de Mamidriana Kamabou. 6 associations apportent leur contribution à l'effort de paix. Parmi ces associations figurent des ressortissants du TIU, du Lorum et le Bureau national des élèves de l'ENAM. Elles ont mobilisé plus de 24 millions de francs CFA qu'elles ont remis au ministre chargé de l'économie et des finances. Un élan de solidarité salué par Aboubakar Nakanabo. Suivant. Plus de 24 millions de francs CFA ont été récoltés par 6 associations en guise de contribution à l'effort de paix. Les donateurs du jour restent convaincus que l'engagement de tous est indispensable à la victoire sur le terrorisme. C'est ce qui les a motivés à cet élan patriotique, selon eux. Parmi les donateurs du jour figure une délégation des ressortissants de TIU. Les fils et filles de TIU, face à ce rapprochement dangereux de la situation, nous nous sommes mobilisés pour d'abord soutenir l'action des VDP et du commissariat de police, parce qu'à l'époque, l'État n'avait pas encore signé les contrats de prise en charge. Donc nous avons mobilisé une première aide d'un montant de 150 millions qui ont servi à prendre en charge le carburant, les frais de communication et l'organisation des patrouilles nocturnes qu'ils assuraient pour assurer la sécurité de la commune. Les élèves de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ont également témoigné leur engagement à l'effort de paix avec une contribution de 700 000 francs CFA. Pousser à faire ce don pour appuyer l'effort de paix, c'est parce que nous-mêmes nous sommes des élèves fonctionnaires. Nous sommes appelés à aller partout au Burkina Faso et nous avons besoin d'un territoire entier quand nous allons sortir pour pouvoir faire le travail, accompagner l'État et puis les populations. Donc nous avons contribué aussi pour que cette victoire dont nous attendons soit plus rapide possible. Autre donateur, l'association des ressortissants du Lorum. Cette association contribue au fonds de soutien patriotique à hauteur d'environ 1 million de francs CFA. Les fils et filles de Lorum qui se sont consentis, qui se sont unis, qui se sont rassemblés pour le pays. Donc, ce qui nous a motivés ce soir, on a fait d'abord une journée d'adoration, de prière pour que la paix revienne au Faso. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, a salué à sa juste valeur cet élan patriotique de la part des donateurs en faveur de la reconquête du territoire national. Il les a rassurés quant à la bonne gestion de leurs contributions. Aboubakar Nakanabo a laissé entendre que les ressources récoltées pour le compte du Fonds de soutien patriotique s'élèvent à environ 76 milliards de francs CFA. Nous restons avec le ministre Aboubakar Nakanabo qui a présidé la 2e session de l'année 2023 de la Commission de partenariat public-privé. C'est une session pour évaluer l'état de la mise en œuvre des projets PPP. Le bilan des 6 derniers mois du partenariat public-privé est satisfaisant au regard des résultats engrangés. Les travaux ont connu la participation des membres de la Commission ainsi que les autorités contractantes. Bourema Amadou nous fait le point. Cette 2e session de la Commission de partenariat public-privé est consacrée à l'évaluation de l'état de mise en œuvre des projets PPP au 30 décembre 2023. Elle se tient 6 mois après celle tenue en juin dernier qui a permis de valider et d'actualiser la liste des projets à envisager en PPP. Cette session se veut être aussi une halte pour les différents acteurs afin de se conformer aux dispositions réglementaires organisant la Commission de partenariat public. Représentant le Premier ministre, président de la Commission PPP, le ministre en charge des Finances, Aboubakar Nakanabo, rassure que les résultats engrangés à travers le partenariat sont satisfaisants. Il ressort qu'il y a plusieurs projets portés par plusieurs départements, notamment pour les infrastructures, pour l'énergie, pour les titres de transport et pour les bâtiments. Et il ressort que les projets PPP en cours d'exécution s'élèvent à plus de 660 milliards. Cela veut dire que ce sont des projets très importants et il est important également que nous puissions regarder donc la mise en œuvre, identifier les difficultés et faire en sorte que nous puissions les juguler pour que les projets puissent bien se porter. Malgré que cette démarche participative soit saluée et encouragée, Aboubakar Nakanabo a laissé entendre que d'éventuelles observations sont les bienvenues. D'où son invitation à un examen rigoureux et minutieux afin d'apprécier les performances des projets.
Globalement, nous pouvons dire que c'est satisfaisant. Il y a toujours des difficultés pour lesquelles il faut qu'on travaille, mais nous pouvons dire qu'il y a eu vraiment beaucoup d'avancées parce que quand on a commencé les PPP, ce n'était pas vraiment comme ça, mais aujourd'hui on peut dire qu'on a une bonne maîtrise des projets PPP. Les projets s'exécutent bien sur le terrain et donc nous allons continuer à suivre pour que ça puisse continuer à bien donner. En rappel, pour une meilleure efficacité du partenariat public-privé, le gouvernement a mis en place l'unité de coordination logée au ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Une unité qui, selon le Premier ministre, est à saluer pour tout le travail abattu dans le cadre de la promotion et l'accompagnement adéquat pour le développement des partenariats publics-privés au Burkina Faso. Une délégation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire était ce vendredi au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Il a été question de sensibiliser le personnel du ministère sur le bien fondé de l'actionnariat communautaire. Pour susciter l'engouement, le ministre délégué chargé de la sécurité a donné l'exemple en souscrivant en premier au programme. On en parle avec Yassine Sawadgo. Le ministre délégué chargé de la sécurité vient de souscrire à l'actionnariat populaire. Cet exemple voulu par Mahamadou Sana est un signal fort à l'endroit du personnel du ministère. Selon le commissaire divisionnaire de police, cette initiative présidentielle va sans doute assurer un développement harmonieux et permettre un financement endogène des projets de développement au profit de l'ensemble des couches sociales et par ricochet, lutter contre le terrorisme. Le ministère en charge de la sécurité et son personnel, en tant que citoyen, se devait se donner tous les moyens de participer à cette initiative, mais également en tant que ministère qui doit gérer également les questions sécuritaires, parce que nous pensons que cette initiative luttera efficacement contre l'oisivité des jeunes, le chômage des jeunes, toutes choses également qui aura un impact fort sur la résolution de la crise. Donc au-delà du niveau central, nous lançons cette invite à tous nos collaborateurs au niveau déconcentré, que ce soit les chefs de circonscription, que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, et également souscrire massivement, parce que nous pensons que c'est également notre contribution au développement économique de notre pays. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, chargée de la sensibilisation à des inscriptions massives, salue cet exemple du ministère de la Sécurité, un acte patriotique qui répond à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Par rapport au contexte actuel, vous savez que le ministère de la Sécurité est chargé de la sécurité de nos biens et de nous-mêmes. Aujourd'hui, ce ministère a voulu contribuer aussi au développement endogène par la création des entreprises communautaires qui va certainement permettre de créer des emplois et créer de la richesse à l'intérieur du pays. Et je pense que c'est un mot de satisfaction que nous avons ce matin. Le programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire a été lancé en juin dernier par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Les souscriptions à l'actionnariat populaire ont déjà permis la pose de la première pierre de l'usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso et celle des raffineries d'or à Ouagadougou. Nous parlons à présent de ce projet initié par l'agence burkinabé de l'électrification rurale pour améliorer les conditions de vie des populations et leur permettre d'accéder à des énergies de qualité à moindre coût. Initialement prévu pour 4 ans à 1 an de mise en œuvre, le programme Mini-Réseau pour l'Afrique est déjà à un taux de réalisation de 43%. Les acteurs de ce programme ont dressé le bilan à mi-parcours ce samedi ici à Ouagadougou. Même si les résultats sont satisfaisants, ils font tout de même des projections pour 2024. Il s'agit notamment de la construction de mini-centrales dans plusieurs localités. Dorothée Bambara, Michael Toubri. L'ABER, l'agence burkinabé de l'électrification rurale, dresse le bilan de son rapport du projet entrant dans le cadre du programme de mini-réseau pour l'Afrique. Une rencontre pour examiner le niveau d'exécution du projet à la date du 30 septembre 2023 ainsi que le plan de travail du budget annuel 2024. C'est aussi le lieu pour se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de programmes et de projets. C'est un résultat positif malgré le retard accusé lors du démarrage du projet. Le bilan est satisfaisant parce qu'on a un taux de réalisation de 43%. On a un taux de réalisation physique de 43%. Donc, ce qui est satisfaisant pour un projet de 4 ans.
après une année d'exécution, on peut se dire que le bilan est satisfaisant. Le projet va se poursuivre avec le plan qui a été adopté, alors notamment dans la phase des études de faisabilité qui vont être réalisées, dans le déploiement des réseaux qui sont prévus dans la localité, et également d'autres activités en termes de construction également des lignes électriques pour alimenter les localités. Des actions sont prévues pour 2024 dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations et l'accès à l'énergie de qualité et surtout à moindre coût. Il s'agit notamment de la phase des études de faisabilité qui seront réalisées et le déploiement des réseaux prévus pour alimenter certaines localités du Burkina Faso. Nous envisageons donc de déployer le projet sur le terrain à travers la construction donc, des différentes unités centrales à construire et également donc, le renforcement des capacités des acteurs. Il s'agira également donc de doter les populations des équipements d'usage productif pour pouvoir permettre à ce que les populations puissent avoir un meilleur niveau de vie dans les localités. Alors nous devrons accompagner également le gouvernement dans l'élaboration d'une stratégie nationale en matière d'électrification rurale. Un diagnostic a déjà été fait. Le document de stratégie est en cours de gestation et sera validé dès le premier trimestre 2024. Également, il est prévu donc la définition d'un modèle de livraison des mini-réseaux, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il n'y a pas de modèle type pour notre pays. Et le projet devra accompagner l'État à avoir un modèle type pour inciter donc le privé à venir investir dans le domaine des mini-réseaux. La situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso a impacté la mise en œuvre de ce projet de mini-réseau pour l'Afrique. À présent, nous vous amenons dans la ville de Sia afin de conscientiser les Bobolais à rendre leur environnement propre et plus agréable à vivre. Le Conseil national de la jeunesse féminine a mis sur pied le Balai d'Or. C'est une initiative qui met en compétition les différents arrondissements de la ville en matière d'assainissement. Et c'est l'arrondissement 6 qui remporte le trophée de cette première édition. Une fierté naturellement pour la présidente de la délégation spéciale de cet arrondissement, Salamata Compaoré, entend multiplier les actions pour rendre son arrondissement encore plus sain et plus propre. C'est un reportage de Serge Bruno Badou. Coup d'essai, coup de maître pour le Conseil national de la jeunesse féminine du Burkina Faso. En organisant la première édition du Balai d'Or, le Conseil national de la jeunesse féminine du Burkina entend solutionner certains problèmes de santé et aussi redonner l'image de la ville propre que Bobo a perdue, selon la présidente Nematou Ouedraogo. D'abord, c'est pour accompagner les PDS à assainir les arrondissements et puis encore pour motiver les associations à faire l'acte de salubrité, leur quotidien. Pour le conseil spécial du président de la transition représentant le président de la cérémonie, Sosten Sanou, ce projet va en droite ligne avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. C'est en cela qu'il félicite le Conseil national de la jeunesse féminine du Burkina pour le pari relevé. Déjà, je dois, avant tout propos, féliciter et remercier donc, la commune de Bobo-Dioulasso qui a su tenir cette activité qui rentre en droite ligne avec les objectifs du chef de l'État, dont l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, et vous dire toute la satisfaction que l'on peut avoir en tant qu'autorité de voir ce genre d'initiative-là, et féliciter et encourager les autres communes également à emboîter le pas de Bobo-Dioulasso et perdurer donc ce genre d'activité-là. La compétition a mis en prise 7 arrondissements de la ville de Bobo-Dioulasso et c'est l'arrondissement 6 qui remporte le trophée de la première édition. Une joie pour la présidente de la délégation spéciale de cet arrondissement, Salamata Compaoré. Des sentiments de joie et de satisfaction parce que dès qu'on a eu l'annonce du projet, nous on était déjà dans cette même lancée. Et on a fait appel aux différentes associations intervenant dans l'association et dans l'assainissement et elles ont répondu favorablement. En même temps, c'est un défi qu'on nous lance. Du fait qu'on est vainqueur de ce concours, on doit tout faire pour que notre arrondissement soit propre dans tous les recoins. Débuté le 18 décembre dernier, c'est ce 23 décembre que la compétition a connu son épilogue. L'arrondissement 6 repart donc avec le trophée et la somme de 200 000 francs. Rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition.
Sport football, après un mois et demi d'arrêt du championnat, le ministre chargé de l'Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, au nom des autorités de la transition, a réussi enfin la médiation. Après des échanges, les clubs frondeurs ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de boycott des activités de la Fédération burkinabé de football. Les choses reprennent pour compter de ce 30 décembre 2023. On en parle avec Yacine Sawadgo. Avons-nous décidé de suspendre notre mot d'ordre de boycott des activités de la Fédération burkinabé de football? Le ballon peut à nouveau rouler dans les stades au Burkina Faso. Plus d'un mois après, les clubs frondeurs ont décidé d'aller vers la désescalade. Après plusieurs médiations du président du comité national olympique des sports burkinabé, Jean Mouéougo, qui ont à chaque fois accouché d'une souris, c'était notre médiateur qui se présente. Il s'agit là du ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombié, envoyé spécial des plus hautes autorités de la transition. Après un autre niveau d'échange, les clubs décident de suspendre leur mot d'ordre de boycott. Notre interlocuteur, au nom du président du Faso, a demandé de voir dans quelle mesure nous pourrions aller vers la désescalade au nom de l'intérêt supérieur de la nation, tout en insistant sur l'attachement du gouvernement à créer les conditions les meilleures d'un épanouissement certain des acteurs du football dans un climat apaisé et pour la prise en charge conséquente de nos activités. Sensible à l'approche menée par les autorités, conscient d'une part que la situation sécuritaire est difficile et nécessite une union de tous les fils et filles autour de cette lutte, et d'autre part que la reprise des activités footballistiques pourrait contribuer à l'apaisement, à un épanouissement de la population, source de résilience, nous avons, après des échanges nourris, pris l'engagement d'aller vers la désescalade selon une feuille de route qui sera convenue par les différentes parties. Les clubs signataires de la lettre appelant à la démission du président de la Fédération burkinabé de football disent être prêts à reprendre le championnat dans les jours à venir et montrent leur satisfaction à l'endroit des clubs qui sont restés à leur côté jusqu'à la résolution de la crise. Nous marquons notre disponibilité à reprendre les activités pour compter de ce jour 30 décembre 2023. Nous remercions tous les présidents de clubs et toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis les premières heures pour défendre cette cause et sont restés déterminés jusqu'à ce jour, malgré les menaces, les intimidations et les intimidations de tout genre. En rappel, cette crise est née de l'affaire des 25% dédiés à l'organisation de la compétition au niveau des petites catégories et s'est empiré au fil du temps avec la demande à la démission du président de la Fédération burkinabé de football il y a un peu plus d'un mois. Merci d'avoir suivi ce dernier 20h de l'année. Toutes les équipes techniques et rédactionnelles vous remercient de votre fidélité à nos sessions d'information tout au long de cette année 2023 qui s'achève. Passez de belles fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous en 2024. Dieu vous la. Bonsoir.